People are suffering. People are dying. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of economic growth. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Le monde dont nous rêvons est possible. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Bonjour et bienvenue sur ce podcast dédié aux entreprises cotées engagées. Je suis Anne-Carine Marmu et je recevrai chaque mois des chefs d'entreprise, des directeurs de l'engagement et même des gérants de fonds et des analystes afin de leur donner la parole. Ils partageront avec vous leurs convictions, leurs actions pour réconcilier développement économique et croissance durable. Parce que chez Portzamparc, depuis toujours, nous étudions les marchés avec un prisme différent, nous sommes convaincus que la prise en compte des critères ESG dans nos choix d'investissement conduit à des décisions mieux éclairées et des performances plus pérennes. L'ambition donc de ce podcast est de mettre en lumière les pratiques des entreprises cotées en faveur d'un développement plus durable et responsable. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Bonne écoute à vous. Pour ce premier épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Cyr, directeur de l'engagement d'entreprise au sein du groupe BNP Paribas. Bonjour Antoine, et merci d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Alors, pourquoi le groupe BNP Paribas s'est engagé dans le développement durable ? Bonjour, je crois que c'est le monde qui est en train de s'engager dans le développement durable. Les gens sont légitimement, parce que ce sont les scientifiques qui nous y invitent, de plus en plus inquiets sur le climat, sur la biodiversité, mais on a aussi des inquiétudes légitimes qui apparaissent sur les inégalités, sur le développement des territoires. Et donc tout ça demande en fait à ce que l'ensemble de la société réfléchisse à comment les choses pourraient aller mieux. Et il faut que tout le monde prenne sa part dans ce travail collectif qu'on va avoir à refaire. Je crois que la vie des entreprises, qui faisaient autrefois leur chemin en toute indépendance, va être différente à cause de ça. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir admettre qu'elles font partie d'un plan beaucoup plus vaste qui doit se mettre en œuvre pour régler précisément ces problèmes écologiques et sociaux. Et donc s'engager dans le développement durable, c'est acter le fait que l'entreprise doit prendre une part de ce travail collectif que toute la société doit faire aujourd'hui. Et de quelle façon BNP Paribas s'est-elle engagée concrètement, parce qu'on parle beaucoup de greenwashing et il est souvent reproché aux banques de continuer de financer les énergies fossiles ? Je pense que les banques financent l'économie et donc elles essayent d'être un agent de la transformation. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, et notamment des entreprises qui produisent ou qui utilisent des énergies fossiles. Je rappelle qu'aujourd'hui, pratiquement d'ailleurs toutes les entreprises du monde utilisent des énergies fossiles, comme pratiquement tous les consommateurs du monde. Et donc la question n'est pas de tourner le dos en une minute à l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, elle est d'être un agent qui facilite et accélère la transformation. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et nous, ce que nous essayons, c'est vraiment de nous mettre dans une trajectoire. Si vous prenez l'exemple du climat, on essaye d'aligner l'évolution de nos financements sur les objectifs de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que petit à petit, l'addition des choses qu'on finance va ressembler à ce que devrait être l'économie pour atteindre les objectifs prévus par l'accord de Paris. Et donc, c'est cette transformation qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors, je crois que l'accusation de greenwashing, pas seulement pour les banques, mais pour les entreprises en général, si je devais la qualifier, je dirais qu'elle est saut 2015. Parce que depuis 2015, il y a eu l'accord de Paris, il y a eu aussi les objectifs de développement durable de l'ONU. Et je crois que la conscience à l'intérieur des entreprises, chez les collaborateurs, la conscience aussi chez les investisseurs, la conscience chez les régulateurs, et pas seulement chez les citoyens et chez les consommateurs, s'est profondément transformée.
Après, il y a une réalité qui est qu'on fait de l'économie depuis des siècles sans vraiment y introduire de critères environnementaux. Les critères sociaux, c'est différent, ça dépend des modèles économiques et des époques, mais les critères environnementaux, c'est vraiment très nouveau. Et donc, il s'agit aujourd'hui de réorganiser les entreprises, de réorganiser la façon dont on collecte les informations qui vont nous permettre de prendre des décisions et la manière dont on fait évoluer ces critères de décision pour que les entreprises participent à cette transformation plus écologique et on va dire plus inclusive socialement qui est nécessaire dans notre monde. Donc c'est un chantier de transformation. Ça ne se fait pas en 5 minutes, mais autant le chantier de transformation, on peut dire qu'il n'avait pas vraiment commencé en 2010 et qu'il était à l'époque très périphérique. Aujourd'hui, il est en train de s'installer à l'intérieur des entreprises. Chez nous, chez BNP Paribas, c'est des sujets qui mobilisent à plein temps des centaines de collaborateurs et je dirais, pour une partie de leur activité, des milliers de collaborateurs. Donc je pense que aujourd'hui, on a dépassé de très loin l'époque où le greenwashing ressemblait, enfin, où cette qualification avait un semblant de réalité. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une époque différente, on est dans une époque de transformation. Après, il y a des gens qui se transforment plus ou moins vite, et donc c'est tout à fait logique que des organisations, y compris des ONG, continuent à faire pression pour que les organisations se transforment plus ou moins vite, mais je pense que tout le monde y est vraiment. J'ai lu que dès 2017, BNP Paribas s'est désengagé du financement des gaz de schiste et vous avez des objectifs sur les sorties des énergies par le charbon à horizon 2030. Oui, en fait, ce n'est pas à l'horizon 2030, c'est tout de suite. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est que nous sortons tout de suite des entreprises d'électricité qui ne sont pas en train de faire les investissements nécessaires pour sortir du charbon en 2030. Et ça illustre bien à quel point le travail qu'on fait est un travail beaucoup plus de moyen et de long terme que les gens l'imaginent. Une banque, ce n'est pas un investisseur, il y a des activités d'investissement dans la banque, mais une banque, c'est d'abord quelqu'un qui s'occupe de ses clients et qui les accompagne sur la durée. Et les clients, quand c'est des entreprises, c'est des industriels qui ont des processus de transformation. Et donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils sont engagés dans cette transformation ou pas? Et notre politique charbon, elle est un bon exemple d'une politique qui est construite pour accompagner les entreprises d'électricité qui sont en train de sortir du charbon et par contre ne pas accompagner celles qui n'ont pas cette intention. Et je crois que c'est ça qu'au fond que la société peut attendre des banques. C'est-à-dire, encore une fois, c'est que les banques introduisent des critères environnementaux dans leurs critères de décision qui vont les conduire à ne pas accompagner ou à accompagner telle société. En revanche, dire qu'on arrête de soutenir toutes les compagnies d'électricité du monde du jour au lendemain et de leur faire des crédits, puisque c'est notre principale activité, ce ne serait pas une attitude responsable parce que personne ne demande aujourd'hui aux banques de faire que toutes les compagnies d'électricité du monde mettent la clé sous la porte du jour au lendemain. Ce qu'on nous demande en revanche, c'est de leur envoyer des signaux très forts que plus elles vont décarboner leur activité et plus leur développement pourra se poursuivre et plus leurs perspectives d'avenir seront bonnes. Alors certaines sont sensibles à ce message, on les accompagne, d'autres moins, nous ça nous intéresse moins de les accompagner. Je pense que nos politiques, c'est à ça qu'elles servent. Au-delà de ces quelques secteurs que vous avez mis en avant, la transition écologique, il faut que tout le monde la fasse. C'est pour ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui sur des modèles qui vont nous permettre d'aligner l'ensemble de notre portefeuille de crédit sur les objectifs de l'accord de Paris. On travaille par exemple avec une méthodologie qui s'appelle PACTA, qui est une méthodologie partagée avec d'autres banques et qui nous conduit pour chaque secteur qui contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre à analyser chaque client,
à regarder comment il se situe par rapport aux critères pertinents de transition écologique qui le concernent. S'il est en avance, on va bien sûr le financer parce qu'on veut qu'il reste en avance. Et s'il est en retard, on va progressivement conditionner nos financements au fait qu'il accélère la transition. Et ça, ce n'est pas seulement pour les gens de l'énergie, bien sûr, ça concerne tous les acteurs de l'énergie, les groupes qui produisent de l'électricité, les groupes qui produisent de l'énergie dont fait partie le pétrole, mais ça va concerner aussi les producteurs de ciment, les constructeurs automobiles, enfin tout le monde va être analysé selon la vitesse à laquelle il est en train de transformer son modèle pour l'adapter à un monde différent. Et pour nous, il y a un rationnel, au-delà du fait qu'on veut faire une banque qu'on est capable d'expliquer à nos enfants, il y a un rationnel économique pour faire ça. C'est qu'on pense que la pression de la société, la pression des régulateurs, la pression des consommateurs, la pression des investisseurs, qu'il ne faut pas oublier et qui va aujourd'hui dans le bon sens, on pense que toute cette pression va faire que les gens qui ne se transforment pas assez vite vont être hors jeu. Les entreprises qui ne font pas leur transformation du développement durable vont être hors jeu. Et donc, il n'y a pas de dilemme entre le développement durable et la pérennité de l'entreprise. Il y a au contraire convergence entre le développement durable et la pérennité de l'entreprise. Et nous, en tant que banque, nous avons une relation de long terme avec nos clients. Nous leur faisons crédit pour plusieurs années. Nous mettons sur le marché des émissions obligataires qui sont sur plusieurs années. Et en fait, contrairement à ce que les gens croient, qui ont une vision un peu romantique de la finance, notre métier n'est pas court-termiste du tout. Il est au contraire assez long-termiste, et y compris dans nos intérêts économiques. C'est-à-dire que comme on prête de l'argent aux clients sur plusieurs années, on a besoin qu'il soit là, je dirais presque qu'il soit vivant, pour pouvoir nous rembourser. Et donc, évidemment, que notre analyse, c'est que s'ils ne font pas cette transformation du développement durable, à un moment, la société, leurs clients, leurs salariés, tout le monde leur dit « Écoutez, voilà, vous n'êtes pas le genre d'entreprise dont on a besoin au XXIe siècle. » Et d'ailleurs, nos clients, entreprises, le savent de plus en plus. Vous savez que nous avons de plus en plus de clients qui font une analyse de leur banque et qui ne veulent avoir comme banque que des banques qui travaillent dans le sens de la transition écologique. Alors bien sûr, c'est valable pour les clients particuliers, mais c'est aussi valable pour les clients entreprises. On a de plus en plus de directions des achats des entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent « Bon, si vous voulez être notre banque ou continuer à être notre banque, expliquez-nous comment vous traitez les questions écologiques et sociales. » Et donc, BNP Paribas, dans la catégorie des grandes banques mondiales, puisque c'est dans cette catégorie-là que l'on boxe, c'est la 8e banque mondiale et la première banque des entreprises européennes. Dans cette catégorie-là, on est aujourd'hui une des banques les plus avancées et une des banques qui, pour les clients, coche, je dirais, le plus de critères de transformation écologique et environnementale. Alors bien sûr, pour d'autres, pour une ONG dont le but est de faire pression sur les banques, BNP Paribas reste une grande banque, donc c'est normal de faire pression sur elle, ça fait partie de son rôle. Mais nous, à l'échelle des banques qui nous ressemblent, nous sommes aujourd'hui repérés, y compris par nos clients, comme l'une de celles les plus en avance sur ces sujets. Sur ce sujet, d'ailleurs, le groupe BNP Paribas est devenu un acteur prépondérant de l'économie sociale et solidaire. Alors ça, c'est un élément qui est très intéressant parce que, vous savez, on parle de critères ESG, donc environnement, social, gouvernance. L'environnement, et notamment le climat, c'est relativement facile à quantifier, notamment parce qu'on est capable de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, on est capable de voir assez clairement si une entreprise est sur un sentier de transition ou pas. Sur le social, c'est parfois un peu plus compliqué et les entreprises ou les banques ont eu parfois un peu de mal à se mettre en mouvement, encore que il faut bien reconnaître que notamment en Europe, on a beaucoup de banques qui appartiennent au secteur mutualiste et qui ont donc toujours été proches de l'économie sociale et solidaire. Et il y a une dizaine d'années chez BNP Paribas, on s'est dit, au fond, c'est pas parce qu'on n'est pas mutualiste
qu'on ne doit pas être également proche de cette économie, d'abord parce que le SS c'est à peu près 10% du PNB, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'innovateurs, beaucoup de gens qui cherchent à apporter de l'impact dans la société, qui rentrent dans le cadre de l'ESS. Et donc on a commencé il y a quelques années à être beaucoup plus proche de ce secteur et à développer des équipes capables d'analyser, de choisir et d'accompagner des projets d'entreprises sociales et solidaires. Et aujourd'hui, on a dans nos principaux pays européens des dispositifs spécialisés. Par exemple, en France, on a Act for Impact avec plus de 100 spécialistes de l'économie sociale et solidaire répartis à travers tout le territoire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une entreprise à impact social et solidaire sur 4 qui se crée en France, qui est cliente de BNP Paribas. Et donc, c'est une très forte accélération. Le groupe BNP Paribas a pris part dans de nombreux projets. Quel est le retour de vos actionnaires sur vos engagements ? Le retour des actionnaires, il est très positif parce que vous savez, aujourd'hui, les actionnaires, c'est souvent des gens qui gèrent de l'épargne retraite. Si vous regardez les actionnaires de BNP Paribas, notre premier actionnaire, c'est l'État belge. Donc c'est un État, donc un État, il est forcément intéressé par les questions d'intérêt général. Notre deuxième actionnaire, c'est un fonds de gestion d'actifs, donc il gère essentiellement de l'épargne de gens qui veulent prendre leur retraite. Et je crois qu'il y a aussi un actionnaire qui est très important, qui est la collectivité des collaborateurs de BNP Paribas. Et donc tous ces actionnaires, au fond, ils ont une volonté qui est d'être encore vivants quand ils prendront leur retraite ou quand leurs clients prendront leur retraite. Et donc on revient dans cette problématique du long terme. Donc ils ont aussi besoin, bien entendu, d'avoir des entreprises qui sont rentables, parce que c'est leur participation qui paye les retraites. Encore une fois, il ne faut jamais oublier que les bénéfices des entreprises, notamment les bénéfices du CAC 40, ça paye essentiellement des organismes qui distribuent ces dividendes sous forme de compléments de retraite. C'est la principale destination des dividendes qui sont versés par les entreprises. Et donc, du coup, qui dit retraite dit projection dans le futur, et qui dit projection dans le futur dit souhait que le monde soit suffisamment écologique et socialement harmonieux pour qu'on puisse y vivre. Donc voilà, les actionnaires, ils raisonnent comme ça, et donc quand ils ont des entreprises comme BNP Paribas qui sont à la fois rentables et fortement engagées dans les sujets de société, c'est pour eux une satisfaction et un élément d'attractivité. Je voulais revenir, puisque vous parliez de l'actionnariat salarié. Quel est le sentiment des salariés au sein du groupe BNP Paribas vis-à-vis de cette transition à la fois vers davantage d'engagement en faveur de l'écologie, plus de solidarité ? Il n'est pas toujours évident de travailler dans le secteur financier qui donne une image pas très engagée et extrêmement positive. On a le souvenir que les dernières crises, pas celles que nous vivons depuis quelques mois, étaient souvent le fruit de déviances du secteur financier. Alors d'abord, vous faites bien de mentionner la crise qu'on vit actuellement, parce qu'évidemment cette crise, elle est très difficile pour tout le monde, elle est difficile pour les personnes, elle est difficile pour les familles, et là, je dirais que évidemment, les gens qui travaillent dans le secteur financier sont exposés à ça dans leur vie personnelle, mais il faut bien dire que depuis le début de la crise, on voit bien que les banquiers, notamment en France, et BNP Paribas est vraiment dans ce cas-là, ont vu dans cette crise une épreuve de vérité qui, dans une certaine mesure, permettait justement de se racheter de la mauvaise image qui a été laissée pendant la crise financière. Pas d'ailleurs de la faute de BNP Paribas qui n'y était pour rien, mais de la faute des errements de certains banquiers. Vous voyez que la mauvaise image à laquelle vous faites allusion, pour le banquier moyen, elle est assez injuste, parce qu'en 2007 ou en 2008, la plupart des banquiers
ils sont occupés de leurs clients, ils n'ont pas spéculé, ils n'ont pas été la cause de la crise, ils ont fait leur boulot comme le font les médecins ou les garagistes. Et donc, du coup, ils ont assez mal vécu cette mauvaise image qui individuelle pouvait être justifiée vis-à-vis de certaines institutions, mais qui n'était pas justifiée collectivement pour les personnes. Et du coup, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, il y a eu une très grande conscience de la part de tout le monde qu'il fallait aller au-devant des entreprises, aller au-devant des clients, essayer de trouver des solutions. Je rappelle que dans les 6 premiers mois de la crise, BNP Paribas a diffusé 250 milliards d'euros dans l'économie européenne, qu'on a distribué, toujours dans cette période, 40 000 PGE, qu'il a fallu former 4 000 personnes en une semaine pour les distribuer, qu'on a fait aussi un plan massif de secours aux hôpitaux, aux associations et aux organisations qui gèrent les plus démunis, hein. Un plan assez important de 60 millions d'euros. Quand Lady Gaga a fait un concert pour mobiliser de l'aide pour le Covid, c'est formidable ce qu'elle a fait, mais elle a collecté 35 millions d'euros. Donc on a fait quelque chose qui est vraiment à une échelle assez importante. Et encore une fois, on a surtout fait ce que l'économie attendait de nous, c'est-à-dire la soutenir. Et comme on est en très bonne santé financière, qu'on a des réserves qui nous permettent d'encaisser un certain niveau de choc, je pense que la solidité financière de BNP Paribas est vraiment un atout aujourd'hui pour les économies, mais on peut dire ça d'autres banques aujourd'hui dans le monde. Donc je pense que c'est vraiment important de comprendre que les gens de la banque ont vraiment envie de bien faire et ont envie d'être reconnus pour ça et dans une certaine mesure, vivent comme une injustice le fait de traîner toujours le souvenir de la crise financière. Alors, dans les enquêtes d'image, depuis 1 an, l'image des banques s'est considérablement améliorée, hein. Il y a notamment une enquête de Ipsos sur les différents corps constitués du pays qui est faite en France et le niveau d'opinion positive sur les banques a progressé de plus de 10% en 1 an, hein. Donc il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer. Et donc les gens de l'entreprise, ils ont à la fois une très grande conscience de ça, ils ont aussi une conscience du fait que une banque comme BNP Paribas, qui est une banque de l'industrie depuis 2 siècles, forcément elle est au cœur de ce monde qu'on a besoin de transformer, hein. Et donc c'est une tension, c'est une conscience du fait qu'on vit une transformation qui a besoin de se faire. Et puis quelquefois, bien entendu, les personnes en question vivent quand même comme une difficulté le fait d'avoir à faire cette transformation au quotidien. Car comme c'est une transformation de notre façon de travailler, que c'est une transformation de nos critères, que c'est une transformation des sujets auxquels on s'intéresse, ça suppose une évolution très importante de nos compétences. Ça suppose qu'on acquiert des savoir-faire que l'on n'avait pas. Ça suppose qu'on passe du temps à regarder des choses que l'on ne regardait pas. Ça suppose qu'on se réorganise. Ça suppose qu'on se remette en question. Ce sont des exercices extrêmement difficiles. Et donc, quand on me demande quel est le principal obstacle à la transformation écologique et sociale des entreprises, les gens disent « mais est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est les actionnaires? Est-ce que c'est l'argent ?» Non, c'est rien de tout ça, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est une transformation qui est extrêmement chronophage et qui demande de tout le monde un engagement très fort. Il faut bien reconnaître que tous les gens qui sont vraiment actifs dans cette transformation sont obligés de s'engager dans leur travail comme peut-être ils ne l'ont jamais fait avant. On parlait de la transformation de l'entreprise. De nombreuses études depuis la crise montrent et expliquent que le consommateur lui-même est en train d'accélérer sa transformation et sa façon de consommer. Est-ce que vous le remarquez, vous, dans vos demandes qui vous sont faites tous les jours au sein de votre réseau ?
Alors, ce qui est certain, c'est que depuis la crise sanitaire, on assiste à une accélération très forte de la demande d'investissement socialement responsable. On a une progression qui est extrêmement forte. Par exemple, entre 2019 et 2020, les encours de fonds socialement responsables gérés par BNP Paribas Asset Management ont progressé de 30%. En une seule année, c'est absolument considérable. Donc il y a vraiment une évolution. Aujourd'hui, les clients qui épargnent veulent savoir à quoi sert leur épargne, ils veulent avoir des informations sur leur impact. Et comme on est chez BNP Paribas extrêmement engagé dans l'investissement socialement responsable, on est d'ailleurs numéro 1 de ce marché français, de ce marché en France, mais on y est présent sous différentes formes dans beaucoup de pays. C'est quelque chose de très important. Donc voilà, je donne cet exemple de l'épargne. Il va y avoir bien sûr d'autres éléments de transformation. Les mobilités vont se transformer, notre capacité à accompagner de nouvelles façons de bouger, en ayant peut-être un vélo la semaine, une voiture à disposition à certains moments. Enfin, il y a plein d'éléments de transformation. Il va y avoir un enjeu énorme sur le financement de l'efficacité énergétique des bâtiments. D'ailleurs, on a été consulté sur ce sujet par la Convention citoyenne pour le climat. On a énormément d'enjeux d'accompagnement. Ce qu'il y a, c'est que toute cette transformation du développement durable, il faut bien comprendre que c'est une transformation qui est animée par des sentiments très nobles, mais elle passe énormément par la transformation de processus industriels. Et donc, moi aujourd'hui, quand on me demande ce qui est le plus important pour être un écologiste, je réponds que c'est d'être ingénieur. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de transformer vraiment le substrat industriel du monde dans lequel on est. Et en tant que banque, on fait aussi une activité industrielle. On fait une activité d'abord dans laquelle il y a énormément d'informatique. Vous savez que les dépenses informatiques du groupe BNP Paribas, c'est 6 milliards d'euros par an. C'est absolument colossal. On est le premier client européen d'IBM. Et donc, cette transformation, elle est très importante, à la fois parce que nos ordinateurs sont eux-mêmes consommateurs d'énergie et génèrent des émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose dont on est très conscient. Ça nous conduit à la fois à faire des choix industriels qui vont nous permettre de réduire cette empreinte. Ça va on cherche aussi l'innovation. Par exemple, on a un certain nombre des calculs obligatoires qu'on est obligé de faire pour s'assurer qu'à tout moment la banque a la solidité voulue, qui sont des calculs informatiques très lourds. Et actuellement, ces calculs chauffent gratuitement un parc de HLM dans la région bordelaise. Parce que les calculateurs, ce n'est pas des informations qui concernent les clients, c'est des informations techniques qui concernent des éléments vraiment réglementaires, mais ces informations sont utilisées dans des radiateurs qui sont à la fois des radiateurs et des ordinateurs et qui se trouvent dans des parcs de HLM. Donc vous voyez qu'on va très loin dans l'utilisation de notre empreinte écologique. Ça, c'est sur la partie industrielle, je dirais de notre industrie propre. Et puis ensuite, nos process sont des process industriels. On a 20 millions de clients particuliers. On est la première banque des entreprises européennes. On est présent dans 71 pays. Et donc, si on veut introduire des critères écologiques et sociaux, encore une fois, c'est de l'industrie, c'est penser en système, c'est penser en transformation. Et ce sont des chantiers très importants. Beaucoup critiquent que cette transition ne se fait pas assez rapidement. Et d'autres études, si on fait un peu de prospective, expliquent que 75% des marques que l'on connaît aujourd'hui pourraient disparaître d'ici 10 ans parce qu'elles n'apportent pas suffisamment de valeur à la société. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est difficile de savoir si cette étude est vraie. Ce qui est vrai, c'est qu'il va y avoir une grande transformation. Après, est-ce que ce sont
les marques qui existent aujourd'hui qui vont avoir la capacité d'appréhender cette transformation? Je ne sais pas. À vrai dire, je m'intéresse beaucoup plus aux entreprises qu'aux marques. Avec le temps, le concept de marque s'est un peu banalisé et c'est un petit peu devenu une sorte un ensemble d'attributs qu'on met par-dessus une entreprise pour essayer de résumer ses valeurs. Mais je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant dans une entreprise, c'est ses valeurs de fond, son dispositif industriel, parce qu'au fond, humain et industriel, parce qu'au fond, c'est ça qui fait bouger les choses. Donc, moi, je ne sais pas si les marques vivront ou ne vivront pas, je ne sais pas lesquelles. En revanche, ce qui est absolument certain, c'est que les entreprises qui ne font pas cette transformation industrielle du développement durable ne vivront pas. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'elles racontent dans la publicité. Enfin, si, ça a à voir, mais c'est en amont de ce qu'elle raconte dans la publicité. Et ce qui est important, c'est la façon dont elle se transforme, parce que la demande du monde, encore une fois, n'est pas la même qu'elle était il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, pour avoir une pérennité, une entreprise doit s'insérer dans ce plan collectif qui est en train de se dessiner, pour avoir un monde à la fois plus écologique, pour qu'on génère moins d'inégalités entre les territoires et entre les personnes par l'activité économique. Je crois que c'est vraiment une transformation qui est en cours, avec des gens qui sont en avance, des gens qui sont juste à l'heure, et puis des gens qui sont en retard, comme toujours. Ce qui est important ensuite, c'est de voir comment l'entreprise peut exprimer sa différence, comment elle peut exprimer son talent à l'intérieur de cette transformation. Mais la transformation, elle doit être collective. Ça laisse bien sûr beaucoup de marge d'imagination et de différenciation dans la qualité de service, dans la recherche de nouveaux modèles, dans la recherche technologique. Il ne faut pas oublier que l'écologie de demain, c'est une écologie qui va nous demander des bonds en avant technologiques colossaux, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun scénario je dirais, de délivrance des objectifs climatiques de l'accord de Paris qui se fait dans l'état actuel des technologies. Ça demande une évolution technologique très forte. Donc ça laisse une marge très importante pour le talent propre aux entreprises. Ce qui en revanche ne pourra pas se négocier et qui sera commun à tout le monde, c'est la volonté d'introduire des critères environnementaux et sociaux dans les décisions de l'entreprise et aussi d'une certaine manière dans ses indicateurs de succès. Antoine, merci beaucoup. Merci à vous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse portsamparbourse en minuscule et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.